Ce programme vous est offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001. Le sommet Turquie-Afrique débute demain, vendredi, au Palais des Congrès d'Istanbul. Le chef de l'État Félix Tshisekedi est en sa qualité de président de l'Union africaine depuis ce jeudi à Istanbul. La rencontre est consacrée aux investissements et à la lutte contre le terrorisme en Afrique. Et présentation de l'essai clinique du produit de traitement contre la Covid-19 Doubaz-C. Le laboratoire CREPAT donne la RDC l'honneur d'avoir un produit 100% congolais après 35 ans de recherche qui viennent d'être couronnés par ce résultat scientifiquement prouvé. Et le RSF a publié son rapport annuel sur l'exercice de la presse dans le monde. Il y a de plus en plus des journalistes en prison. On déplore l'Organisation de défense de la liberté de la presse qui a recensé 488 cas d'emprisonnement, un record jamais atteint depuis l'existence de ce bilan. Bienvenue à vous tous, madame, messieurs, et merci d'être avec nous sur Télé 50. Le chef de l'État est à Istanbul, où il prendra part dès demain au 3e sommet Turquie-Afrique. L'événement se déroulera au Palais des Congrès d'Istanbul et sera marqué par des rencontres consacrées aux investissements et à la question du terrorisme en Afrique. Reportage de la presse présidentielle. Istanbul abrite le 17 et 18 décembre 2021 le sommet de partenariat Turquie-Afrique. Le président de l'Union africaine Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et président de la République démocratique du Congo et plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains prendront part à cette rencontre de haut niveau à l'invitation du président turc Recep Tayyip Erdogan, la Turquie ayant été déclarée un partenaire stratégique de l'Union africaine au cours d'un sommet de l'Organisation panafricaine en 2008. Les préparatifs d'accueil des hôtes de marque vont bon train à Istanbul. L'intérêt turc pour le continent africain remonte aux années 2000. Une stratégie de développement des relations commerciales et économiques a été mise en œuvre depuis 2003 et sa percée est spectaculaire. Le nombre d'ambassadeurs turcs en Afrique est passé de 12 en 2002 à 48 aujourd'hui. Le volume des échanges commerciaux de 5,4 milliards de dollars passe à 25,8 milliards de dollars selon les statistiques des experts et une dynamique que le président turc entend conforter. La Turquie se veut un partenaire commercial important du continent, singulièrement de la République démocratique du Congo. Les liens historiques et culturels de la Turquie avec l'Afrique s'inscrivent dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'agriculture. Le pays est globalement excédentaire en produits agricoles grâce à ses cultures végétales. Outre le tourisme, avec le slogan « Istanbul, la ville où le monde se rencontre », l'agriculture est le secteur en développement pour la Turquie grâce à ses terres fertiles et arables ainsi qu'au climat. Et Bintou Keïta propose une tripartite dans les opérations conjointes RDC-Ouganda qui doit nécessairement intégrer la MONUSCO, dit-elle au gouverneur militaire de la province de l'Ituri. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies est à Bunia où il a visité les sites des déplacés des RO. La MONUSCO réaffirme son engagement à appuyer les forces de défense et de sécurité dans la neutralisation de groupes armés, de protéger et sécuriser davantage le déplacé dans le cadre de la mutualisation de forces RDC-Ouganda. Déclaration de la chef de la MONUSCO en RDC, Bintou Keïta, au sorti d'un échange avec le gouverneur militaire et commandant des opérations militaires en Ituri. La population met son espoir à la fois dans l'autorité du pays pour redresser la situation et compte sur l'appui des partenaires. Ce que je peux vous confirmer, c'est que vous pouvez compter sur l'appui des Nations Unies et de la MONUSCO pour appuyer les efforts de l'autorité nationale, de l'autorité provinciale, puisque une expression que nous aimons bien les deux,
c'est nous devons mutualiser les efforts pour arriver à quelque chose. Devant la presse, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC n'est pas allée par les dos de la cuillère pour condamner les attaques des groupes armés contre les sites de déplacés des Drodro, héros en territoire de Djougou. Ces attaques qui constituent une violation grave du droit international humanitaire, mais aussi un crime contre l'humanité. Bien évidemment, nous condamnons de la façon la plus ferme les attaques contre les populations civiles et en particulier les sites de déplacés parce que, comme vous l'avez dit, il y a le droit humanitaire international qui très clairement dit que ces lieux sont des lieux protégés, y compris les écoles, les hôpitaux, les établissements religieux, etc. Tout ça, c'est vraiment quelque part dans l'ordre du sacré. C'est-à-dire que ça ne devrait pas être touché. Ceux qui, dans leur posture, ne voient aucun problème à détruire à travers leurs actes, devraient répondre devant la justice. Aussitôt arrivé en Ituri, Bintou Keïta a visité le camp de déplacés d'Hérault en territoire de Djougou, question d'apporter les réponses d'urgence sur le plan sécuritaire et humanitaire aux populations vulnérables. Par ailleurs, notons que l'armée, la police et la MONUSCO ont mis les bouchées doubles pour créer la cohésion sociale entre les communautés vivant en Ituri en vue d'éviter le massacre et la guerre interethnique. Et l'entreprise allemande Dermalog veut proposer à la RDC des solutions dont l'identification des électeurs et la sécurisation des résultats électoraux. Ce représentant rencontré hier les autorités de la CENI. Jenny Kayembe. Conduit par les chargés d'affaires ad intérim de l'ambassade d'Allemagne, Lars Lehmann, le responsable de cette firme, dont les centres d'intérêt et les secteurs de vote sont venus proposer à la Commission électorale nationale indépendante des offres des solutions biométriques dans l'identification des électeurs et la sécurisation de résultats électoraux. Le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante a prêté une oreille attentive aux propositions de ses interlocuteurs qui ont mis en avant les bienfaits de leur technologie sécurisée d'identification des citoyens via les empreintes digitales ainsi que la reconnaissance faciale. À cette occasion, Bienvenue Ilinga a annoncé que la CENI s'applique prioritairement à dresser un état des lieux du matériel existant. En même temps, la centrale électorale s'attelle à lancer un appel à candidature en vue d'organiser la cellule de passation de marché. Par la suite, la CENI lancera un appel d'offres dans son portefeuille client, cette holding privée avec 22% de parts détenues par l'État allemand et 25 d'expérience. On croit ses dirigeants comptent plus d'une centaine de pays ayant bénéficié de ces offres, tels que les Philippines ou les Dermalog, a enrôlé pas moins de 100 millions d'électeurs. Elle propose 2 types de machines, dont une pour l'enrôlement et une autre pour le vote. Fabriquée en Chine, dont les algorithmes sont allemands. Les kits proposés n'excèdent pas 20 kg. Et parlant de la lutte contre la Covid-19, la RDC vient de présenter un essai clinique de Doubase C, un médicament fait à base des extraits végétaux tirés des forêts d'Ouvira dans la province du Sud Kivu. C'est une molécule douée des propriétés anti-VIH, anti-hépatite virale. C'est un produit 100% congolais dont le laboratoire CREPAT vient de présenter aux Congolais eux-mêmes. Doubase C est le fruit de 35 ans de recherches des médecins, pharmaciens, laborantins qui viennent d'être couronnés par un essai clinique d'antiviral à large spectre, antirétroviral, anti-hépatite virale et anti-influenza virus. Gilbert Kabanda Kourenga, ministre de la Défense nationale, médecin de son État, et le président du conseil de gérance qui a accompagné le laboratoire CREPAT jusqu'à ses résultats concrets. Le Congo est la première biodiversité médicale du monde. Et il y a depuis longtemps qu'on aurait dû commencer à se manifester. Mais bon, une première doit toujours venir un jour. Et nous y voilà. C'est que c'est un médicament, congolais, d'abord, tiré de nos plantes médicinales. Ensuite, produit par 100% de nous-mêmes, congolais, tertio, dans un laboratoire qui est à 100% financé par la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo peut compter sur ce médicament qui sera accompagné par le gouvernement congolais, a souligné le porte-parole du gouvernement.
Le porte-parole du gouvernement a aussi salué un produit doué des propriétés tirées des végétaux des Uvira dans le Sud Kivu. Il y a évidemment des dispositions qui doivent être prises pour permettre à ces médicaments d'être insérés dans les protocoles de traitement local et pourquoi pas l'exporter et l'amener ailleurs comme une solution congolaise à un problème du monde. Doubasé a l'efficacité clinique vérifiée, la capacité antivirologique adaptée, ainsi que l'étude adaptative randomisée dans la lutte contre la COVID-19. Et la confusion qui règne dans le chef de la population sur les symptômes de la Covid-19 et la grippe serait à la base de l'implosion actuelle de la pandémie à coronavirus. Le virologue en chef, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, alerte sur l'augmentation spectaculaire de cas de contamination, dont plus de 1000 par jour et de plus en plus chez les enfants. C'était au cours de la conférence de presse hebdomadaire qu'il a animée hier dans la salle de réunion de l'INRB à Kinshasa. La situation de la COVID-19 est explosive en ce jour. Comme vous le savez, nous avions une moyenne de 100 cas par semaine en octobre et 200 cas par semaine au mois de novembre. Et ici en décembre, nous pouvons faire une moyenne de plus ou moins 3000 cas par semaine, mais depuis quelques jours, nous avons déjà atteint 1000 cas par jour. C'est ce qu'on n'a jamais vu au cours des vagues précédentes. Mais nous devons aussi dire que tout cela est sous-estimé. Peut-être le nombre de cas est beaucoup plus élevé que ça, parce que nous avons connu les grèves, n'est-ce pas, des prestataires sur le terrain, et cela veut dire qu'il y a des cas qui ne sont pas notifiés. Et au cours de cette quatrième vague, nous voyons de plus en plus de cas chez les enfants. Et ça aussi, je crois, ce n'est pas notifié. Et il y a de plus en plus de confusion avec, n'est-ce pas, la grippe. Certaines personnes présentent des symptômes de fièvre, de toux, maux de tête, fatigue, et elles mettent ça sur le compte de la grippe. Et prenons cette mise au point avant de poursuivre avec l'actualité. Le directeur général d'intérim de la CNSS affirme n'avoir ni compte Twitter ni de compte Facebook, contrairement à un tweet lui attribué qui fait le tour des réseaux sociaux. Pour le concerner, l'affaire évoquée, le supposé dossier des stagiaires professionnels qui auraient été chassés, ne figure pas non plus à l'ordre du jour. Célestin Fonti affirme par ailleurs que ce montage proviendrait de ces détracteurs qui veulent saper les actions menées pour remettre de l'ordre dans la gouvernance de la CNSS. Et rendons-nous au Sud Kivu où le collectif des mouvements citoyens Amka Congo, membre de la société civile, vient d'adresser une lettre au chef de l'État pour l'alerter sur la situation qui prévaut dans la province après la destitution du gouverneur de la province. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration rendue publique hier mercredi. Les collectifs de mouvement citoyen Amka Congo constatent avec amertume que la province du Sud Kivu traverse une situation inquiétante sur tous les plans. Le pire qu'on craignait semble être déjà là. Malheureusement, avec la complicité des filles et fils de la province, dont certains vivent à Kinshasa. Les collectifs de mouvement citoyen Amka Congo regrettent de constater qu'en dépit de multiples alertes lancées pour informer aux autorités nationales la situation que connaît la province, aucune décision n'a été prise pour sauver la situation en faveur de la population. La province du Sud Kivu étant l'une des provinces les plus sensibles du pays sur le plan socio-politique et sécuritaire,
Il est donc impérieux que le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, se penche dans l'extrême urgence sur ces cas, et c'est avant les festivités de fin d'année. Le dénouement de cette crise par le chef de l'État va permettre le vote du budget 2022 de la province du Sud Kivu et la poursuite des actions urgentes de développement avant les élections de 2023. En définitive, le collectif Amka Congo demande au ministère national de l'Intérieur de permettre aux deux institutions de la province de travailler dans l'unité et loin de toutes ces divisions et tensions inutiles qui ne font que reculer la province dans son élan pour l'émergence. Et un petit tour à Kikwit où une frange partie de la population s'est plainte de la mauvaise image qui circule dans les médias et réseaux sociaux témoignant son habitude hostile aux différents programmes du gouvernement. Elle s'est exprimée lors de la visite de l'un des notables du coin, Jacques Mbaya, qui était également pour constater le développement des érosions qui menacent la ville. Kikwit, une ville hospitalière, mais aujourd'hui, son image reste ternie par des personnes en perte de positionnement qui propagent des fausses informations disant que les Kikwitois sont contre tous les projets des autorités de la RDC. Au cours d'une visite d'inspection effectuée sur place, Jacques Mbaya, l'un des notables et cadres MRS, parti qui a fait allégeance au chef de l'État Félix Tshisekedi, prouve le contraire et rassure toutes les autorités que la population de Kikwit attend leur implication pour apporter des solutions aux nombreux problèmes qui touchent cette partie du pays. Parmi ces problèmes, c'est notamment les têtes d'érosion qui menacent presque tous les 4 coins du pays. Papa de l'événement de la manifestation, comment est-ce que la population de Kikwit a répondu présent pour changer son image d'antan? Que je peux dire, les gens qui étaient, je ne peux pas dire mal intentionnés ou quoi, ont porté en face de notre gouvernement, disant que Kikwit est à l'encontre des bons projets du président de la République. Aujourd'hui, la population, vous avez vu comment est-ce qu'ils ont été en masse pour dire à tout le monde qu'ils ont besoin de l'apport du président de la République, ils ont besoin de l'apport du Premier ministre, ils ont besoin de tout le monde parce que la situation ici à Kikwit demande exactement leur implication. Une situation que veut s'approprier Jacques Mbaya pour plaider en faveur de la population et pour qu'une solution soit trouvée dans les meilleurs délais. Et la situation des Congolais bloqués en Éthiopie devient de plus en plus délétère après le premier groupe de 78 mis en quarantaine après avoir été testé positif au Covid-19. Un deuxième groupe vient d'être bloqué à l'aéroport d'Addis Abeba, comme vous pouvez le voir dans ces images. Ils sont également déclarés positifs au Covid-19 alors que les premiers résultats des tests faits à Kinshasa leur donnaient plutôt négatifs. Ces Congolais qui devraient se rendre à Dubaï n'ont fait l'objet d'aucun suivi ni prise en charge par les autorités éthiopiennes depuis leur isolement. Pour l'heure, les autorités congolaises n'ont pas réagi. Et je disais, Reporters sans frontières a publié son rapport annuel ce jeudi. 488 journalistes se trouvent emprisonnés dans le monde, un record que déplore le RSF. Ils sont encore nombreux des journalistes retenus en otage dans le monde. Ce rapport des Reporters sans frontières est établi depuis 1995. Il présente la situation des professionnels des médias et l'évolution de l'exercice de la presse dans chaque pays du monde. Pour l'année dernière, le RSF a recensé un nombre record d'emprisonnement des journalistes. 488 professionnels des médias sont incarcérés dans le monde. Ce chiffre n'a jamais été atteint depuis la création du bilan annuel de l'organe de défense de la liberté de la presse. C'est dans 3 pays que l'on a enregistré le plus grand nombre des cas, à savoir la Birmanie, la Biélorussie et la Chine, dont la loi de sécurité nationale imposée en 2020 à Hong Kong a provoqué une augmentation en flèche des détentions des journalistes dans ce territoire. En Birmanie, le retour de la junte militaire a occasionné l'arrestation d'au moins 53
3 journalistes, tandis qu'en Biélorussie, les manifestations ont souffert d'une répression extrêmement violente. À ce jour, c'est plus de 30 journalistes qui se trouvent derrière les barreaux dans ce pays. RSF déplore aussi les arrestations qui visent de plus en plus des femmes. Jamais non plus l'organisation n'avait recensé autant de femmes des médias emprisonnées. Le note cependant une baisse des cas d'assassinat et de meurtre de journalistes. Le nombre de journalistes tués avec 46 morts a atteint son niveau le plus bas en 20 ans, précise le bilan. Des pays plutôt meurtriers comme la Syrie, l'Irak et le Yémen ont connu une stabilisation après la période sanglante de 2012 et 2016. C'est aussi dans cette région que l'on a enregistré parallèlement plus des cas de prise d'otages, soit au moins 66. C'est aussi dans cette région que l'on a enregistré parallèlement plus des cas de prise d'otages, soit au moins 65. Mais le Mexique et l'Afghanistan demeurent encore cette année les deux pays les plus dangereux pour les journalistes, avec respectivement 7 et 6 journalistes tués, suivis du Yémen et de l'Inde en 3e place avec 4 journalistes tués chacun. Et en Europe, les 27 se réunissent en sommet ce jeudi pour essayer de contenir la progression du variant Omicron à l'approche des fêtes de fin d'année. Les dirigeants réfléchissent aussi sur comment étendre davantage la vaccination. 2 autres sujets seront aussi au rendez-vous, notamment la menace d'un nouveau conflit entre Moscou et Kiev, la crise de l'énergie et l'afflux de migrants aux frontières de plusieurs pays européens. Et on termine en sport, en football. L'AC Kouya reçoit tout à l'heure le Daring Club Motema Pembe au stade des Martyrs de la Pentecôte dans le cadre de la Vodacom Ligue 1. Hier, le tout-puissant Mazembe a consolidé sa première place en se débarrassant de l'Académie Club Rangers alors que le FC Saint-Éloi Lupopo battait Sangabalende de Mbujimayi. Christian Boukaya. Pour ce grand choc, ce classico. Ils ont lavé l'affront hier face aux Angessans de Mbujimayi, les cheminots qui avaient chuté lors du derby louchois contre les tout-puissants Mazembe Anglebert. Devant le portier à Chou. Après avoir résisté en première mi-temps, le club de Mbujimayi va finalement céder à la 56e minute et c'est Ciel et Bengo qui va ouvrir le score pour les cheminots. Attention! Patou Kabango Moulota va sceller le sort de Sa Majesté Sangabalende en toute fin de rencontre, en doublant la mise. L'expérimenté Patou Kabango. Cette victoire a requinqué les morales des cheminots, déterminés à jouer les interclubs de la CAF la saison prochaine. Non, mais pas que je l'étais la formule magique, mais seulement qu'il le fallait. Après une défaite face à Mazembe, il fallait qu'on puisse récupérer en tout cas ces 3 points. Parce que je sais que tout le monde était émotionné, tout le monde a été affecté par cette défaite-là. Donc c'était que normal et possible et c'est tout ce qu'on pouvait donner aux fanatiques. Dans l'autre match joué ce mercredi, le corbeau du tout-puissant Mazembe Anglebert ont fait l'essentiel en se débarrassant des académiciens des Rangers grâce à l'unique réalisation de Mika Miché à la 18e minute de jeu. Le poteau qui sauve et voilà l'ouverture du score du TP Mazembe après cette frappe des patients Mwamba. Au classement provisoire, Mazembe mène la danse avec 31 points, suivi de Lupopo qui compte 27 unités, alors qu'Avec Club vient en 3e position avec 26 points après 10 matchs joués. Place au rappel des titres à présent. Le sommet Turquie-Afrique débute demain vendredi au palais des congrès d'Istanbul. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, en sa qualité de président de l'Union africaine, y séjourne depuis ce jeudi. La rencontre est consacrée aux investissements et à la lutte contre le terrorisme en Afrique. Les présentations de l'essai clinique du produit de traitement contre la Covid-19 Doubaz C, le laboratoire Crépat donne la RDC l'honneur d'avoir un produit 100% congolais après 35 ans de recherche. Le RSF a publié son rapport annuel sur l'exercice de la presse dans le monde. Il y a de plus en plus des journalistes en prison, déplore l'Organisation de défense de la liberté de la presse qui a recensé par ailleurs 488 cas d'emprisonnement. Restez avec nous pour la revue de presse. Et
Place à la revue de presse. À présent, une présentation signée Bédrine Kingé qui est déjà avec moi dans ce studio. Bonjour et bienvenue à vous, Bédrine. Bonjour et merci Gaëtan Kouabourondi. À la une de votre revue de presse, tumulte au sein du Front commun pour le Congo suite au dépôt du procès verbal de désignation des délégués à la CENI. Effectivement, Gaëtan, tous les indicateurs prouvent à suffisance qu'une cacophonie règne au FCC sur la question du choix des délégués à la Commission électorale nationale indépendante. Selon la Prospérité, 24 heures après sa destitution et radiation du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie et de la plateforme de l'ancien président Joseph Kabila pour trahison, les députés nationaux Didi Manara a déposé hier le procès verbal portant désignation de membres de l'opposition parlementaire au bureau du président de l'Assemblée nationale, et Agé Matembo, député national de son État, a déposé à son tour le procès verbal pour ce même dossier. Et pendant ce temps, la cellule de crise du FCC dirigée par Raymond Chibanda n'est pas toujours prête pour la désignation de membres pour compléter les bureaux Kadima Renchéri, le quotidien, qui donc occupera le fauteuil encore vide du deuxième vice-président de la CENI réservée à l'opposition. Énigme, seuls les initiés pourraient tirer l'horoscope des principaux acteurs de deux ailes dissidentes du PPRD. Cependant, vu des observateurs repris par Forum des As, la démarche de deux camps des anciens membres du PPRD répand un parfum fort du débauchage pour ces mêmes observateurs en acceptant les deux listes. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, cautionne justement ce que l'actuel chef de l'État, alors dans l'opposition, dénonçait sous les régimes de ses prédécesseurs, à savoir l'achat des consciences. Rien de nouveau sous les tropiques quand on sait que cette pratique a été plusieurs fois expérimentée comme la recette du succès pendant le régime du défunt, le maréchal Mobutu, pointe le journal. Et d'après 7 sur 7 concédés, l'élu d'Imaniema, Didi Manara, a justifié sa décision suite à l'appel du président de la République demandant à l'opposition parlementaire de se joindre au processus électoral déjà en cours pour permettre au pays d'organiser justement des bonnes élections pacifiques, inclusives et crédibles. Et Actualité.cd rappelle pour sa part que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait lancé cet appel devant le Parlement réuni en congrès le lundi dernier. Et pour clore ce sujet, Gaëtan, relayant la même information, La Prospérité, dans sa caricature, renseigne que le président de la République a, par cette invitation, réveillé les opposants du sommeil où l'un d'eux était en train de rêver sur la vérité des urnes de la précédente présidentielle. Vous vous souvenez, c'était en 2018, alors que nous avançons lentement mais sûrement vers les élections prévues en 2023. Et votre deuxième et dernier sujet, après les élus nationaux, les sénateurs demandent la suppression de la taxe RAM. Tout à fait, Gaëtan. Après l'Assemblée nationale, c'est le tour du Sénat d'exiger la suppression pure et simple de cette taxe dite RAM. Nous informe congoprofond.net. D'après ces sites, la commission Ecofin et Bonne Gouvernance du Sénat a demandé la restitution aux usagers de fonds qui ont été indûment perçus et l'organisation de consultations techniques avec les professionnels de télécom en République démocratique du Congo pour repenser complètement le RAM. Et dans son éditorial, Forum des As s'interroge comment ce sujet n'a pas été mentionné dans les discours sur l'état de la nation pendant que Larry crie à l'escroquerie au regard du halo de mystère flou artistique qui entoure ce dossier. Ironie du lieu, c'est très vraisemblablement du Palais du Peuple, d'où résonne encore comme en écho le message présidentiel qui pourrait venir la délivrance. Dommage, Gaëtan, députés et sénateurs, recommande carrément la mise à mort du fameux RAM, une nébuleuse que les parlementaires n'ont même pu retracer, une véritable double peine pour les Congolais lambda. Ce parasite estampillé RAM est invisible même au microscope de l'autorité budgétaire, donc l'Assemblée nationale. Un monstre sans visage qui fait de ravages dans le ménage, assène le journal. Voilà, à bas le RAM. Merci pour cette présentation. Merci. Et merci à vous aussi, madame, monsieur, pour votre fidélité. L'actualité reste en continu sur votre chaîne.
Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Ce programme vous a été offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001.